On a tous plus ou moins tendance à penser savoir ce qu'est une entreprise. Instinctivement, on va se dire que c'est une grande entité qui répond à un besoin précis. Par exemple, une entreprise de jeux vidéo va produire des jeux vidéo. Donc si je vous dis entreprise de services du numérique, vous allez sûrement imaginer une entreprise qui vend des services du numérique à d'autres entreprises, comme par exemple installer tout un système pour permettre aux différents employés de la boîte de travailler sur ordinateur. Alors il peut y avoir de ça, mais la majorité du business des ESN, c'est quelque chose de beaucoup moins intuitif, ce qui fait qu'on en vient très vite à se poser la question en tant que personne qui bosse dans la tech, à quoi ça sert une ESN? Salut, moi c'est Raph, sur cette chaîne on parle de l'informatique au regard du monde du travail, et dans cette vidéo on va voir ce qu'est une ESN, à quoi ça sert très concrètement dans le monde du travail, et à quoi ça peut vous servir à vous au cours de votre carrière. Au cas où il y aurait des employés d'ESN qui passent par là et qui ne sont pas issus de la tech, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Au début je vais prendre quelques raccourcis parce que entre gens de la tech on se comprend, et donc du coup vous aurez l'impression que je dis des énormités, mais en réalité je vais expliquer le point de vue au fur et à mesure, et vous allez comprendre un petit peu le réel point de vue des développeurs, des ingénieurs, des gens qui travaillent dans la tech de façon générale. Donc ESN, entreprise de services du numérique, qu'est-ce que ça représente très concrètement? Il s'agit d'une entreprise qui va proposer des prestations informatiques à d'autres entreprises. Dans ce type d'entreprise, on retrouve trois types de prestations différentes. La première, on est vraiment sur des prestations de conseil, donc ça peut être par exemple de l'accompagnement, du conseil ou encore de l'audit. Quelqu'un va venir intervenir dans un cadre précis sur un projet, dans une entreprise, dans une équipe. Sur ce genre de prestations, il y a une notion de ponctualité, c'est-à-dire qu'une intervention, elle est limitée dans le temps, dans un cadre précis. La personne qui travaille pour l'ESN va se retrouver à aller sur différentes missions tout au cours de l'année. Le deuxième type de business, c'est de développer quelque chose pour un client. Donc là, la société, elle va avoir des développeurs en interne, notamment pour développer un logiciel ou un service qu'il va ensuite livrer au client. Mais le type de service auquel vous êtes le plus souvent confronté au cours de votre carrière, c'est la prestation en régie. La prestation en régie, c'est relativement simple à comprendre. En gros, c'est de l'intérim de luxe. Le client a besoin par exemple d'un développeur. Vous allez travailler sur le site du client en tant que développeur pour une durée indéterminée. L'entreprise vous vend à la journée, donc bien évidemment, pour que son business fonctionne, elle va prendre une marge, à la fois pour payer ses coûts de structure, pour payer vos congés payés et pour tout simplement engranger des bénéfices. Et donc on pourrait se dire que sur le papier, on va coûter plus cher au client que s'il nous embauchait directement en CDI. Du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est à quoi ça sert une ESN? Alors avant que je vous dise à quoi sert une ESN, chose importante à avoir en tête, c'est que je vous donne l'utilité d'une ESN d'un point de vue macro, c'est-à-dire d'un point de vue du marché du travail. Bien évidemment, d'un point de vue micro, vous trouverez toujours ci et là un chef d'équipe qui est convaincu que passer par de la prestation de service, c'est plus intéressant pour telle ou telle raison. D'un point de vue macro, pourquoi est-ce que beaucoup d'entreprises font appel massivement à ce genre de prestations? C'est tout simplement parce que ça leur évite d'avoir des employés et donc du coup, en cas de coup dur, de pouvoir mettre fin à beaucoup de contrats d'un coup. Imaginez, vous avez une entreprise de 20 000 salariés et vous perdez un quart de votre chiffre d'affaires, vous aurez beaucoup de mal à vous débarrasser d'un quart de vos employés en CDI, alors que si un quart de vos effectifs sont des personnes en prestation de service, il suffit tout simplement de mettre fin au contrat, de ne pas les renouveler, et vu que souvent c'est des contrats courts, et ben il suffit d'attendre un mois ou deux. Donc en effet ça coûte plus cher, mais l'intérêt c'est surtout qu'en cas de coup dur c'est plus facile de moduler la masse salariale de l'entreprise vu qu'une partie d'entre elles n'est pas interne. Il peut y avoir d'autres avantages éventuellement dans lesquels les entreprises se retrouvent, comme par exemple le fait que les entreprises de service, ce sont elles qui sont chargées de chercher les profils et de les recruter. Donc on peut se dire que les ESN peuvent être des espèces d'experts du marché du travail qui vont à la recherche des profils les plus pertinents pour les projets. Mais si on met ce genre de considération face aux faits, et j'y reviendrai plus tard, en fait c'est relativement marginal. Et pour aller un petit peu plus dans le détail de pourquoi une ESN ne sert que à ça, il y a des réalités de marché. Il y a d'un côté un marché du travail sur lequel il n'y a pas que des développeurs exceptionnels, il faut réussir à les convaincre et il faut réussir à les faire aller sur les bonnes missions. De l'autre côté, il y a des missions qui sont pas toutes très intéressantes et avec pourtant un filtre à l'entrée technique qui est assez élevé, même souvent beaucoup plus élevé que le niveau réel d'exigence du projet. Ce qui fait qu'à un moment, ce genre d'entreprise, faut bien qu'elle mange et elle se retrouve donc à proposer parfois des missions pas ouf à des développeurs ou parfois des développeurs pas ouf à des entreprises. Et c'est tout à fait normal, c'est la pression des deux côtés du marché sur les ESN qui veut ça. Donc maintenant la question se pose pour nous, à quoi ça nous sert de postuler dans ce genre d'entreprise? Est-ce qu'on peut y trouver un intérêt? Est-ce que c'est intéressant pour notre carrière, etc. Déjà du point de vue purement pécunier, on sait sortir une calculette. Si le budget d'une entreprise c'est 500 € la journée et que l'ESN prend 20% de marge, on touchera 400 € à la place de 500. À quoi ça sert de passer par une ESN plutôt que d'aller travailler en direct chez un client? Les arguments des ESN sont souvent à côté de la plaque. Et je pense d'ailleurs que les ESN n'ont pas identifié leur valeur ajoutée vis-à-vis des développeurs et des travailleurs de la tech sur ce marché du travail. Par exemple, un truc qu'on entend assez classique, c'est que dans une ESN, vous allez régulièrement changer de mission. En réalité, si vous travaillez en régie, la durée du travail est indéterminée. Souvent, par jurisprudence, pour éviter des problèmes au prud'homme, on vous fait travailler 2 à 3 ans au sein d'une entreprise, puis on vous fait changer de mission. Si vous voulez partir plutôt, par exemple, d'une mission, ça va toujours se passer de façon un peu complexe parce que c'est pas dans le timing organique de l'entreprise. Et la réalité, c'est que le marché du travail est suffisamment dynamique pour que par vous-même, vous soyez en capacité de changer d'emploi tous les
les 2 ou 3 ans. J'ai même envie de dire, c'est pire au sein de l'ESN parce que vous êtes limité à son catalogue de missions disponibles à un instant T, alors que si vous vous ouvrez au marché du travail tout entier, vous avez beaucoup plus de choix. La réalité du terrain, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs, beaucoup de consultants dans le milieu technique qui changent d'ESN lorsqu'ils changent de mission. Certaines ESN ont compris que ce n'était plus là leur valeur ajoutée, alors maintenant, elles vont souvent sortir la carte de « nous, on fait très attention à proposer aux développeurs des bonnes missions ». Mais pour les raisons que je vous ai citées précédemment, une ESN en réalité ne peut absolument pas vous garantir de vous proposer des bonnes missions, que ça soit pour votre bien-être au quotidien ou pour votre carrière, et avoir un business croissant. En plus de ça, ça sous-entend que l'intégralité des RH et des commerciaux de la boîte sont en capacité de comprendre ce qu'est une bonne mission, donc une bonne mission au regard de votre carrière, et aussi une bonne mission au regard de votre quotidien, de ce que vous allez faire au jour le jour, et à quel point est-ce que c'est intéressant pour vous. Ne commencez pas à vous empêtrer dans ce genre d'argumentation, n'oubliez pas qu'en face de vous, vous avez des commerciaux qui ont pour objectif de vous convaincre de les rejoindre pour qu'eux puissent faire leur marche et faire tourner leur business. C'est normal, hein, faut pas leur en vouloir, mais toujours est-il que là on parle de vos intérêts personnels à vous. Moi je vois 3 intérêts éventuels de rentrer dans une ESN. La première, c'est l'accès à certains postes. Alors attention, je parle pas de postes dans le type de poste à haute responsabilité comme par exemple tech lead ou architecte, parce que même si certaines ESN sont encore capables de trouver des missions sur ce type de poste, en réalité le marché du travail a tendance un petit peu à se refermer pour ne proposer ces postes qu'en interne. Par contre, il est possible qu'une entreprise en particulier ou un domaine en particulier vous intéresse. Vous avez repéré un certain nombre de bonnes entreprises dans lesquelles vous aimeriez travailler et pas mal de ces postes sont trustés par des sociétés de conseil. Je pense d'ailleurs que ce qui fait la bonne capacité d'une ESN à proposer des bonnes missions, c'est avant tout d'avoir les bons clients, et dans ma carrière j'en ai connu une qui était en capacité de proposer en effet ce genre de mission. Il est pas rare que pour des raisons de tension du marché du travail, ils fassent appel à de la prestation mais préféraient embaucher en CDI, donc n'hésitez quand même pas à envoyer un petit message aux entreprises qui vous intéressent, mais si vous voulez maximiser vos chances de rentrer dans certaines entreprises, vous pouvez passer par des cabinets de conseil qui y sont référencés. La difficulté, c'est que souvent les cabinets de conseil vont pas nommer leurs clients lorsqu'ils vont prendre contact avec vous pour éviter justement que vous les contactiez en direct, mais toujours est-il que si vous tapez sur LinkedIn que vous aimeriez travailler dans tel secteur ou dans tel type d'entreprise, les premières personnes qui viendront vous contacter, c'est très probablement des ESN qui ont ces personnes-là comme clients. Le deuxième intérêt, il synergise pas mal avec le premier, il s'agit de se faire internaliser par le client. En gros, votre période de prestation, vous pouvez la voir comme une espèce de période d'essai géante, parce qu'en effet, sur une période d'essai de 4 mois, on a souvent du mal à voir dans une boîte si on va s'y sentir bien sur le long terme, si le boulot va être intéressant, et donc du coup, on va rarement mettre fin à une période d'essai au bout de 4 mois parce qu'on trouve pas ça ouf. Même si ça arrive, je vous l'accorde. Par contre, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on a une idée vachement plus claire de savoir si on veut rester dans l'entreprise ou si on veut en partir. Si la relation de travail se passe bien, alors il n'est pas impossible que le client ait envie de vous internaliser. À ce moment-là, il va y avoir une négociation entre le client et le cabinet de conseil, mais si le client continue à acheter de la prestation au cabinet de conseil, souvent ça se passe à l'amiable très facilement, et ça va être pour vous l'opportunité d'une part d'augmenter votre salaire parce que forcément il y a une marge qui saute, et d'autre part potentiellement de gagner en responsabilité au sein de l'entreprise, parce qu'en tant que prestataire, vous n'aviez pas le droit d'avoir un lien de subordination avec les autres personnes d'une équipe, mais une fois que vous êtes interne, vous pouvez devenir chef d'équipe par exemple. Et donc là, si la période d'essai entre guillemets géante ne vous convient pas, vous pouvez en effet changer de mission avec le même cabinet de conseil ou avec un autre, mais n'oubliez jamais que rentrer en direct en CDI, c'est toujours plus intéressant pour vous, vous pourrez toujours démissionner si ça vous plaît pas et trouver facilement du travail sur le marché. Le troisième intérêt que je vois, c'est votre carrière. Et là, je vais en revenir à ce que je disais, les ESN n'ont pas compris leur valeur ajoutée vis-à-vis des développeurs et des travailleurs de la tech. Les ESN sont confrontés en permanence au marché du travail. Ils passent leur journée entière à essayer de recruter des gens comme vous. Ils passent leur journée entière à se confronter au marché du travail pour réussir à décrocher des missions. Ils savent donc avec exactitude ce que recherchent les entreprises et à quel tarif, combien d'entre vous ont besoin d'un job et avec quelles exigences. Elles sont aussi en capacité de vous dire, au bout de 10 ans de carrière par exemple, quel type de profil se vend mieux qu'un autre. Qu'est-ce que vous devez avoir dans votre CV pour continuer à faire monter votre rémunération. Et si vous, ce genre d'entreprise vous intéresse, c'est surtout ça que vous devez aller chercher. Le problème actuel, c'est que ces entreprises n'ont pas conscience que c'est ça leur valeur ajoutée vis-à-vis de vous et ne sont donc pas outillées pour vous fournir tout ce qu'il faut pour votre carrière. Par exemple, on peut très bien imaginer une relation de travail de type bon ok, cette mission elle est pas terrible, ça va pas être méga stimulant, mais si tu passes 2 ans, ton CV va être boosté aux hormones et ça va être vachement simple de rentrer dans tel client qui eux rémunèrent beaucoup. À la place, on va souvent te vendre de la poudre aux yeux, on va te dire tu vas voir cette mission est méga intéressante, ça va être trop génial, tout le monde s'y plaît, waouh. En réalité, il reste un dernier intérêt pour les développeurs de faire appel à ce genre d'entreprise, c'est tout simplement de ne pas avoir à chercher soi-même du boulot. En effet, sur le marché du travail, les personnes qui vont le plus souvent vous envoyer des messages, le plus souvent vous démarcher pour vous proposer des missions, c'est des commerciaux et des RH d'ESN. Mais bon, on a ce qu'on paye et là on le paye en effort, donc si tu cherches absolument un job méga stimulant
stimulant ou vraiment intéressant pour ta carrière, bah vaut mieux que tu le chercher par toi-même. Donc là j'ai présenté plusieurs intérêts, mais toujours avec des oui mais, ce qui laisse penser qu'en fait des intérêts il n'y en a pas spécialement. En réalité je trouve qu'il en reste un. En effet, si jamais vous bossez par exemple en audit ou des choses du genre et que vous êtes en effet amené à avoir très régulièrement des projets différents, des clients différents, etc. Typiquement si toutes les 2 semaines vous voyez un projet différent et que c'est ça que vous voulez et que c'est ça qui vous stimule, là en effet vous aurez moins de chances de le trouver ailleurs. Mais là pareil, si vous voulez un job de ce genre là, il va falloir aller le chercher, en particulier en sortie d'école, parce que les trucs qui vous tombent tout cuit dans le bec, c'est plutôt des postes en régie. Et je me rends compte que ça fait déjà beaucoup, donc j'ai dû aller assez vite dans cette vidéo, prendre des raccourcis. J'amènerai des détails dans de futures vidéos. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao ciao.